Bienvenue, je suis Margot Bernard d'Indura, j'anime e-risque et dans ce cadre, on vous propose une série de webinaires, de partage et d'informations et aujourd'hui donc sur la gestion opérationnelle des avalanches. On est ensemble pendant 1 heure environ. C'est un webinaire organisé avec Val d'Isère et Ingenierisk. Alors en quelques mots, donc e-risque, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une communauté collaborative d'intérêt pour le développement des compétences de la recherche appliquée et de l'innovation dans le domaine des risques naturels gravitaires. Et donc dans ce cadre, on a une émulation des idées et d'avancement collectif sur des thématiques autour des risques naturels gravitaires. Et donc e-risque a aussi souhaité lancer donc la chaîne de connaissances Web e-risque, qui a pour vocation donc de porter à la connaissance du plus grand nombre donc les méthodes, outils, concepts, approches et expériences capitalisées dans les laboratoires et les entreprises. Voilà, donc c'est dans ce cadre qu'on organise ce webinaire aujourd'hui. Alors pour parler de la gestion opérationnelle des avalanches, on est avec Cédric Bonnevie de Val d'Isère et Philippe Berthet-Rambaud d'Ingenierisk. Cédric, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Donc, Cédric Bonnevie, moi je suis donc le directeur de la régie des pistes et de la sécurité sur la commune de Val d'Isère. J'ai un parcours un peu atypique à ce poste de direction de service des pistes, puisque moi j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil de l'ENSAIS à Strasbourg, qui est devenu INSA Strasbourg. Je crois qu'il y a des personnes de l'INSA de Lyon. Voilà. Et après, je suis revenu, moi, dans mon village. J'ai été moniteur de ski pendant une dizaine d'années. J'ai aussi fait partie du conseil municipal, qui m'a permis aussi d'appréhender toute cette partie-là. Et je suis donc maintenant directeur de la régie des pistes depuis 2017. D'accord, merci. Philippe, je te laisse te présenter aussi. Donc Philippe Berthet-Rambaud, moi je dirige le petit bureau d'études Ingenierisk spécialisé en protection contre les avalanches. Cursus aussi un peu atypique au sens où j'ai été fonctionnaire du ministère de l'Équipement, qui à une époque on a sévi ensemble avec Cédric du côté de ce qui s'appelait encore le CEMAGREF à l'unité ETNA sur des sujets de barrage torrentiel entre autres. Et donc maintenant, voilà, je dirige ce petit bureau d'études avec mon associé Fanny Bourjaïa. On essaye de fournir des prestations de services pour définir, designer, voire dimensionner des protections contre les avalanches pour différents projets en zone concernée. Merci Philippe. Petit bureau d'études, mais très spécialisé. Voilà. Oui, enfin à deux, on ne peut pas dire qu'on soit très grand. Merci à tous les deux. Donc, juste un rappel pour les participants. Donc, à tout moment, vous pouvez poser des questions dans le module QR et on les prendra à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas. Vous pourrez aussi lever la main pour une interaction, voilà, une interaction un peu plus interactive avec les intervenants. Et donc, moi, je vous donnerai la parole. Vous n'aurez plus qu'à allumer votre micro. Donc, n'hésitez pas non plus. Voilà, j'en ai fini avec la petite introduction. Je laisse donc la parole à Philippe et Cédric. Alors, je partage mon écran. Voilà, je suppose que ça fonctionne. Oui, c'est bon, ça y est. Donc ce webinaire en fait fait un peu écho à un précédent webinaire qui a eu lieu en février avec Christophe Ancet et Joanne Gaume. Et donc là, c'est carrément, je pourrais piquer une de leurs diapos, où ils expliquaient un peu comment se positionnait leur présentation à ce moment-là. On va se positionner un peu différemment, enfin on va vraiment se focaliser plutôt sur ce qu'eux avaient appelé la prévision au sens temporel, mais vraiment sur ce qu'indique le titre, à savoir la gestion opérationnelle des avalanches, comment ça se passe, entre guillemets, dans la vraie vie, et notamment sur le site de Val d'Isère. Alors, un rapide rappel, le risque, c'est le croisement de l'aléa par la vulnérabilité, et Val d'Isère est vraiment le bon exemple pour cela. Vous voyez les
illustrations en haut de l'évolution du village ces dernières décennies. Cédric en dira un peu plus. Donc, c'est l'augmentation de la vulnérabilité. Et puis, c'est un site qui est, on pourrait dire, gratiné en termes d'avalanche. Et malheureusement, avec un événement de triste mémoire au début des années 70, et événement qui a été aussi, d'une certaine façon, c'est pas strictement la seule raison, mais qui a vraiment été le départ de la gestion des avalanches en France, avec l'impulsion au niveau de l'ANENA, du CEMAGREF, la mise en route, la mise en route dynamique de la carte de localisation des phénomènes d'avalanche. Voilà, Val d'Isère, c'est un des, avec Chamonix, c'est sûrement la deuxième commune ou la première commune qui est vraiment concernée par les avalanches en France. Et donc, notre présentation ce matin, en fait, c'est vraiment essayer de faire la différence entre ce qui est souvent présenté pour les avalanches, à savoir les avalanches exceptionnelles. On entend souvent parler de Tacona, de sites vraiment, j'allais dire, grandioses comme ça. Sauf que c'est des sites qui génèrent des avalanches finalement assez rares et dont l'ampleur exceptionnelle n'a pas toujours été ni vue ni constatée. Alors que dans le même temps, et dans les stations de ski comme Val d'Isère, il y a toute une activité avalancheuse presque au quotidien, au jour le jour, et qui a aussi ses propres contraintes, même si, et c'est ce qu'on voit ici sur les deux illustrations, elle n'a pas non plus la même extension. À droite, vous avez la carte d'aléas, normalement ce qui devrait être le prochain PPR de la Lune, c'est une exclusivité qu'on vous fait, au niveau du quartier du Lézinan, et vous voyez l'extension du zonage avalanche qui dépasse assez largement la route pour aller dans le versant d'en face. Et puis à gauche, vous avez une photo d'une des dernières crues avalancheuses. Alors en 2019, l'avalanche a atteint la route, a traversé la route. On voit qu'au quotidien, en fait, on a beaucoup plus d'avalanches d'une certaine manière plus petites, mais pas forcément négligeables. Et donc, c'est ça qui fait aussi la différence avec ce qui est souvent présenté comme les avalanches centrales exceptionnelles. Donc rapidement, ce qu'on va vous présenter ce matin, le plan, donc le contexte avalancheux, c'est Cédric qui va prendre la main juste après sur Val d'Isère, le couloir, les enjeux. Comment est organisée notamment la régie des pistes par rapport à ces questions-là. Et puis des exemples de gestion opérationnelle, un peu les points clés, les points à retenir. En conditions classiques, ce qui se passe au travers du plan d'intervention de déclenchement d'avalanche, en conditions plus dégradées quand la situation devient un peu plus compliquée, et puis des sujets qui ne sont pas toujours bien connus, mais qui sont aussi parfois chronophages, demandent des ressources, donc ce qu'on a appelé les sujets à problème supplémentaires. Un peu de discussion autour de la gestion de la prise de décision, de l'humain, de la responsabilité. Et ensuite, je reviendrai sur des expérimentations assez récentes qui ont été faites avec l'ADSP, l'association de déclenchement l'association des directeurs services de piste, et sur l'utilisation de l'explosif qui reste un des piliers du déclenchement préventif des avalanches en France avant de conclure. Voilà. Cédric, je te laisse la main. Merci Philippe. Voilà, donc du coup, sur le contexte effectivement avalancheux à Val d'Isère, là vous avez la CLPA de Val d'Isère, donc bon, elle parle d'elle-même, même si au final il n'y a pas tous les couloirs, hein, il y en a d'autres, notamment sur le domaine skiable. Nous on a aussi à faire, c'est peut-être d'ailleurs la particularité un peu du service des pistes, en tout cas de la fonction de directeur des pistes à Val d'Isère, qui est aussi directeur de la sécurité. Donc on a la gestion bien sûr du domaine skiable, mais aussi des risques qu'il y a en ville, sur le village, l'urbanisme, et aussi la gestion de la route départementale au final, depuis l'entrée à la sortie de la station. Donc nous, l'altitude, on est à 1850. La station, si on reprend un peu la slide, effectivement, qui a commencé à l'entre-guerre. Alors, 1500 habitants permanents, c'est vrai. Après, c'est sûr qu'on a une grosse différence avec l'hiver où on a 25 000 lits touristiques, mais où il y a parfois sur des grosses semaines encore plus de monde que ça. Un accès unique, effectivement. Hein, nous, le col de l'Iseran, lui, est fermé dès l'ouverture d'hiver, dès que les conditions
voilà, en gros, ça dépend maintenant, octobre, voilà, mi-octobre, donc on a un cul-de-sac, clairement. Et puis un village donc central, mais aussi des hameaux excentrés, avec donc des routes d'accès qu'on en reparlera, mais que l'on a à gérer et que l'on a parfois à fermer, parce que forcément, vu le profil de notre station, voilà, on est tout de suite, la vallée est assez étroite et donc surplombée, que ce soit sur le versant nord ou sud par des couloirs des couloirs avalancheux. Donc ces routes-là, voilà, sont très sensibles, on en reparlera. Voilà, après le domaine skiable, effectivement, on a cette gestion au quotidien classique dont on parlera tout à l'heure, qui est la gestion des avalanches sur ce domaine skiable. Voilà, quelques chiffres. C'est vrai qu'on est autour des 1,4 million, 1,5 million de journées skieurs par saison. Un domaine très, très étendu, une grosse pratique hors piste aussi. Ça fait aussi partie un peu de notre ADN, avec un public qui pratique beaucoup, qui a un bon niveau de ski, et puis un domaine qui le permet, relié avec Tignes. Voilà, donc on est on est sur à peu près 10 000 hectares de pistes balisées. On a plus de 150 pistes de ski alpin. On en reparlera aussi, ça, parmi les choses un petit peu particulières, mais de plus en plus, il y a une pratique autre que le ski alpin, hein, qui se fait avec le domaine que j'appellerais nordique, qui soit des pistes de randonnée dédiées, des pistes de fond, de ski de fond, des pistes, des sentiers piétons que l'on entretient aussi, que l'on ouvre. Et puis maintenant, on a aussi tout ce qui est vélo assistance électrique. Donc ça, c'est vrai que c'est assez nouveau, ça s'étend et c'est à gérer aussi. En tout cas, avec notre profil sur Val d'Isère, avec ces fonds de vallée, hein, où sont donc ces pistes, on verra que c'est pas forcément facile à gérer. Voilà. Et puis bien sûr, une longue tradition de Coupe du Monde, hein, bien sûr, parce que chaque début de saison, on rentre tout de suite dans le sujet avec l'organisation de ces Coupes du Monde, où comme partout sur le domaine skiable, on a aussi du risque à gérer, voilà, notamment, hein, sur la mythique phase de Bellewaerde, où avant de faire les courses, il faut parfois aller aussi déclencher et sécuriser pour que tout le monde puisse travailler en sécurité. Voilà, une chose qui apparaît aussi dans cette slide et qui est un petit peu nouveau, mais on a bien sûr des restaurants d'altitude avec le personnel qui gravite autour, et maintenant aussi un hôtel en altitude. Voilà, ça c'est une chose qui est assez nouvelle, qui est compliquée à gérer clairement de même. C'est par rapport à la situation géographique. Voilà, l'hiver, il est en altitude, à près de 2500 mètres d'altitude, avec des pentes en dessous qui sont toutes avalancheuses, et avec potentiellement 150 personnes qui sont dans cet établissement. Voilà, donc après, sur nos missions, hein, rapidement, les missions classiques d'un service de piste, qui sont la préparation des pistes, le balisage, les secours, bien sûr, que ce soit sur les pistes balisées, et puis sur les hors-pistes. On assure aussi les secours sur des événements sportifs comme le trail que l'on fait l'été. Le damage à notre charge aussi, bien sûr. Des entretiens qui vont avec tout ça l'été. Et on a aussi la charge de l'entretien des sentiers pédestres. Nous, l'été sur Val d'Isère, on a pas mal de missions comme ça qui nous sont confiées par la mairie, en plus d'un service de piste classique, notamment tous les travaux de maintenance, et notamment le suivi et la maintenance des ouvrages de protection. Voilà. Après, sur Val d'Isère, donc le directeur de la régie des pistes est aussi le directeur de la sécurité. À ce titre, eh bien, on travaille, il doit travailler avec les services de l'État et les services de la commune sur l'élaboration des différents documents, que ce soit le PPR, le PPRN, le PPRI, le plan communal de sauvegarde. Et puis aussi, on l'a vu, hein, sur la carte de la CLPA, mais ici, il y a très peu de permis de construire qui sont en zone où on n'a pas de risque.
Et donc, toute cette partie de l'instruction des permis de construire par rapport aux risques avalancheux, chute de blocs, inondations et coulées de boue, c'est donc mission du directeur de la régie des pistes. Voilà donc pour nos missions. Voilà, donc ce que vous a dit tout à l'heure Philippe, c'est vrai qu'on peut regarder cette gestion un petit peu de deux façons, celle qui est classique, on dirait, et qu'on a appelé classique, donc ce PIDA, hein, au final, même si avant le PIDA, il y a d'autres choses, hein, puisque on n'est pas tous les jours au PIDA, par contre, on suit tous les jours les conditions, le manteau neigeux, enfin, voilà, mais c'est vrai que… ah non, pardon, excusez-moi, je me suis mélangé les pinceaux. Donc, sur l'organisation, pardon, de cette régie des pistes, si je reviens, donc le maire, hein, bien sûr, nous qui est la responsabilité, lorsque l'on a besoin quand on a des conditions particulières, ben, effectivement, on fait appel à une commission de sécurité hein, qui valide, alors pas les PIDA classiques, hein, on le verra tout à l'heure, mais des PIDA qui peuvent être un petit peu extraordinaires, hein, notamment la protection des routes, qui peut valider la mise en place des consignes de sécurité sur les bâtiments, donc une fermeture de route, une fermeture de parking. Voilà. Après, dessous, bien sûr, il y a la direction de la régie avec un directeur et son adjoint qui est donc l'agrément du maire. Et puis après, nous, on est organisé en secteur, donc sur le domaine skiable, avec à chaque fois des chefs de secteur et des adjoints donc, qui sont responsables de leur secteur et notamment du PIDA. Voilà. En termes de personnel, on est à peu près une soixantaine de pisteurs. Parmi eux, il y a 5 maîtres chiens. On est autour de 25-26 chauffeurs pour 16 dameuses qui ont un rôle aussi hein, dans toute cette gestion-là. Et puis, voilà, pour les secours, 3 régulatrices et puis 2 personnels administratifs. Je ne sais pas, Philippe, si tu peux dérouler la slide d'après. Voilà, merci. Donc, sur cette gestion classique donc, des PIDA, pareil, hein, quelques chiffres, souvent ça parle mieux. Donc, référencé dans notre PIDA, on est autour de 200 points de tir manuels. Quand on dit tir manuel, c'est vraiment ces points de tir qui sont effectués par nos équipes, par les pisteurs artificiers, et donc qui se déplacent à ski et qui, voilà, ce qu'on appelle le grenadage à main. Donc, il faut vraiment aller mettre les pieds sur le terrain jusqu'à chaque tir. Sur Val d'Isère, on a 10 abris Gazex, ce qui représente 31 exploseurs, donc 31 points de tir. On a 5 lignes de Catex. Voilà, j'ai pris quelques chiffres donc, sur l'année 2017-2018 qui a été quand même assez marquante, hein, puisqu'on avait eu des chutes de neige importantes, voire très importantes. Et donc, voilà, cette année-là, on a fait autour de 1300 grenadages à main sur 17 journées de PIDA. Alors, à chaque fois, les PIDA, c'est 30 à 40 pisteurs hein, qui partent 1h30, 2 heures avant l'ouverture des pistes. On fait aussi appel à 5 voire 6 dameuses, hein, puisqu'il faut aussi amener les équipes sur chaque point ou au moins sur les zones. Après, ils évoluent en ski. Et puis, c'est très fréquent aussi que suite au déclenchement préventif, il faut refaire travailler les machines parce que la coulée, bien sûr, elle est venue impacter une piste, une route, et donc il faut la rouvrir avant de pouvoir ouvrir les pistes. Voilà. Sur cette année-là, on a passé autour de 3 tonnes 500 d'explosifs, pour votre information, avec des charges unitaires qui vont entre 1,5 kg et 1,9 kg. Sur la chronologie type de ces PIDA classiques, et bien sûr, la veille, voire même quelques jours avant, hein, c'est vrai qu'on a ce suivi météo
quotidien avec certains de nos pisteurs qui sont aussi formés niveau météo, donc qui suivent cela, qui font des relevés sur notamment une station Météo France, à qui on transmet ces données. Et puis, prise de décision de PIDA, on essaie d'anticiper au mieux cela, même si ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a des fois où clairement on ne sait pas sur quel pied danser, entre 10 cm de neige annoncés ou 20 cm de neige où on n'a clairement pas besoin de faire un PIDA, et puis un 25 avec du vent, où là, si on n'est pas prêt, on se retrouve le bec dans l'eau le matin. C'est vrai que c'est une décision qui n'est jamais facile à prendre. Et puis, ça a des conséquences. Effectivement, à chaque fois quand on décide de faire un PIDA, bien sûr, on a tout un protocole pour prévenir les sociopros, les restaurateurs, les remontées mécaniques. Voilà, c'est vrai que qu'on essaie de communiquer au mieux pour que les choses se passent le mieux le lendemain. Voilà. Et après, le jour J, j'allais dire, il faut commencer par récupérer les charges. Alors, quand je dis récupérer les charges, c'est récupérer les explosifs dans un dépôt. Et ça, c'est quelque chose d'important et très, très contraignant. La réglementation est maintenant très, très stricte sur les dépôts d'explosifs, bien sûr, on comprend. Avec un suivi de chaque charge, de chaque détonateur. On a vraiment un système de traçabilité de tout ça qui est pointu, en plus de toute la réglementation du dépôt d'explosifs qui doit respecter nombre de règles pour la sécurité. Voilà. Une fois qu'on a récupéré ces charges le matin, on les distribue aux artificiers, et après cela, les artificiers se dirigent en altitude, donc via les remontées qui, pareil, on les ouvre 1h30 voire 2 heures avant, et on met en place des vigies. Ça, c'est peut-être une de nos particularités, mais on a aussi dans certaines conditions et sur certains couloirs, on a besoin de mettre des vigies sur une route, sur un parking, avant de tenter de déclencher préventivement l'avalanche. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, en même temps, puisque comme on a des systèmes GASEX, c'est vrai qu'il y a certains tirs que l'on fait un petit peu en même temps ou avant, notamment pour sécuriser l'évolution future de nos artificiers sur le terrain. Là, on peut lancer les opérations et qui durent, ça dépend vraiment des conditions météo, des conditions de neige, de plein de facteurs, si la remontée a pu ouvrir, pas. Voilà, donc sur conditions classiques PIDA, c'est intéressant quand même. Il y a quelques photos que l'on voit là, mais ça se fait vraiment comme vous le voyez, avec certaines évolutions sur des crêtes. Alors là, quand il fait beau, c'est une chose. Quand il fait encore quasiment nuit, avec du vent, des grosses accumulations, ça en est une autre. Mais clairement, ça se fait comme ça, par binôme, qui vraiment se déplace d'un point à un autre en sécurisant à l'avancée leurs évolutions, leurs itinéraires, et qui sont suivis bien sûr au sommet par une équipe de pisteurs secouristes qui peut venir en soutien gravitairement. Voilà pour celle-là, Philippe, si jamais. Voilà, là on a quand même effectivement, on a parlé de PIDA, mais dans cette gestion de tous les jours, j'en ai parlé aussi. On a ces ouvrages, donc des GASEX que vous connaissez, j'imagine, CATEX, les protections actives, que sont les clés, les râteliers, on a des filets, et puis aussi pour l'urbanisme. On a à plusieurs endroits, en tout cas chez nous sur Val d'Isère, des tournes, des merlons qui peuvent être parfois conçus pour les chutes de blocs, mais aussi des tournes pour dévier les écoulements, des avalanches. On le verra après, mais ça demande un suivi, un entretien, mais aussi durant l'hiver,
des curages, on en reparlera. Ce qui est intéressant, si jamais, là, juste sur cette live, vous pouvez juste garder en mémoire la photo d'en bas à gauche. On en reparlera, mais c'est vrai qu'on voit un catex là proche. Ça, c'est un tir qu'on avait fait à cet endroit-là le matin, qui n'est pas parti et qui est parti seul plus tard dans l'après-midi. J'en reparlerai un peu plus tard. Voilà, merci pour cette slide-là. Voilà, alors après, sur les conditions un peu plus dégradées, c'est vrai qu'il y a des PIDA qui se déroulent assez bien. On a 20-30 cm de neige. On l'avait prévu à la météo. Tout était prévu. On a des bonnes conditions. Voilà, généralement, tout se passe bien. On arrive à sécuriser quasiment l'ensemble avant l'ouverture. Et puis, on a des situations marquées, comme il est écrit, marquantes, qui elles, sortent de l'ordinaire et que l'on a justement, j'en ai parlé en 2018, ça a été une année quand même marquante et intéressante puisqu'elle a permis un petit peu de se rappeler à tout le monde et de rappeler à tout le monde qu'on habite dans un milieu particulier et en tout cas qu'il faut rester humble par rapport à ça. Sur les photos, si je reviens rapidement, effectivement, Bellewaerde 90, départ au sommet de la face de Bellewaerde qui est venu à la fois… sur cette avalanche, on a eu une ferme qu'on voit qui a été impactée, une étable, et puis un chalet aussi qui avait été démoli sur cette avalanche. On l'a eu, cette avalanche, elle a eu lieu 2 années de suite, 90 et 91, avec des choses assez marquantes. Plus récemment, j'en ai parlé sur la piste de la L. C'est ce tir dont je vous parlais là sur le catex qui est donc pas parti le matin clairement, qui est parti plus tard l'après-midi avec notamment de l'humidité, de la pluie et voilà, c'est clairement un couloir qui avait jamais été vu puisqu'on le voit, elle a réussi à passer un replat et à s'engager sur une pente en dessous où il y avait des arbres et notamment certains qui étaient assez notables, donc qui étaient âgés. Clairement, ça nous a fait, on voit sur la photo du bas, ça a clairement fait un mikado géant. Et ça, c'est quelque chose qui était nouveau. On a quand même des phénomènes qui sont nouveaux et qui, en tout cas, n'avaient pas été notés ces dernières années. Et puis Vallon de l'Iseran, ça, c'est encore plus récent. Pareil, conditions particulières, une chute de neige très intensive, très rapide, avec beaucoup de vent. Et malgré que sur ces pans de montagne-là, on a des gazex, clairement, les conditions ont fait qu'on n'a pas eu l'occasion et la possibilité de déclencher, puisque ça s'est fait en gros en une nuit avec, encore une fois, des grosses chutes de neige et puis du vent. Donc, la coulée est partie, le pan de montagne est parti et c'est venu clairement décapiter ce pylône de télécabine qui a fait fusible et pourtant protégé par une petite tour. Voilà, donc c'est vrai que ces dernières années, on a quand même eu des événements assez notables chez nous. Voilà, sur la slide d'après. Voilà, donc ces situations un petit peu plus dégradées, c'est vrai que quand on commence à avoir des conditions compliquées, en gros, avec des cumuls importants sur plusieurs jours, forcément, tout devient compliqué puisque le risque, lui, il s'étend et on a ce risque sur l'ensemble du domaine skiable et sur la ville. Donc, effectivement, on a, comme l'indique la slide, on cumule ces problèmes et donc, même si on arrive à avoir un domaine skiable que l'on peut, lui, assez rapidement fermer, au final, on garde les problèmes sur le village. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on pourrait penser que fermer le domaine skiable, des fois, c'est effectivement, d'un côté, s'enlever une épine du pied et dire, voilà, on n'a plus à gérer les pistes. Mais ça a aussi un effet pervers, c'est-à-dire qu'on a, et parfois sur certaines semaines, on a parlé, on peut avoir 20 000, 30 000 personnes qui se retrouvent dans le village
Et ces personnes, quand elles sont dans le village et qu'elles ne peuvent pas skier, eh ben, elles vont faire des choses qu'il ne faudrait pas faire souvent dans ces conditions. Donc, aller déneiger sa voiture sur un parking où il y a un risque d'avalanche, laisser les enfants jouer derrière des bâtiments. Enfin, et c'est vrai qu'on a eu cette expérience d'ouvrir une partie d'un domaine, même avec un risque fort, voire très fort, puisqu'on avait réussi à le sécuriser, bien sûr, mais pour justement un petit peu occuper ces gens sur un domaine que l'on maîtrisait, plutôt que d'avoir tout le monde en bas. Et en bas, en ville, c'est parfois très, très compliqué de gérer les gens. Donc, c'est vrai que voilà, il y a un petit peu ce côté facile, plus facile de fermer ce domaine skiable, avec un effet qui peut être pervers. Parce que voilà, après, on a toutes ces circulations, j'en ai parlé, mais après, en ville, on a les problèmes de circulation, des piétons, voilà, des abords, des gens qui vont voilà, faire un igloo derrière un bâtiment en pied de pente. Voilà, quand on a des conditions difficiles, ben forcément, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir des hélicoptères qui volent et qui nous permettent, eux, d'aller déclencher certains points. Et puis, on se retrouve avec ces hameaux isolés, avec régulièrement ces dernières années des fermetures de route, avec tout ce que ça comporte. Vous imaginez bien que quand on a un hameau qui est coupé avec 2 km de route que l'on coupe, que l'on n'entretient pas, bien sûr, pendant ce temps-là, parce qu'il y a du risque, on a des situations qui sont parfois très compliquées avec par exemple, des gens qui sont prévus de repartir ce jour-là, qui ne peuvent pas, des gens qui doivent arriver, qui ne peuvent pas atteindre leur logement. Donc, tout ça, c'est des choses, il faut savoir reloger ces personnes, convaincre celles qui sont bloquées de bien rester à l'abri, parce que parfois, les gens ont l'impression que manquer leur avion, c'est plus grave que de prendre le risque de se faire couvrir par une avalanche. Et puis on a, et ça c'est des choses que l'on vit quasiment à chaque fois, des situations particulières d'une personne qui n'a pas son traitement, ou d'un bébé qui d'un coup fait un malaise un petit peu inquiétant et qu'il faut tout de même évacuer. Ça c'est toujours assez difficile à gérer. Voilà. Quand on a ces conditions-là, on a bien sûr aussi des dégâts matériels qui sont possibles, avec voilà, des parkings qui parfois sont impliqués, enfin sont dans des emprises de coulées d'avalanche, avec des voitures bien sûr qui sont dessous. C'est encore arrivé il n'y a pas longtemps chez nous, avec 3 voitures qui terminent dans l'Isère en dessous, et puis après des accidents plus graves qui peuvent impacter bien sûr des personnes, avec des accidents sur des personnes isolées ou sur des groupes, voire même, voilà, ce qu'on n'a pas revécu heureusement depuis longtemps, mais sur un bâtiment comme l'UCPA il y a en 70. Voilà pour ça. Voilà, on s'est permis aussi de faire quelques petites slides, parce que même sur le domaine skiable, c'est vrai qu'on a tendance parfois à entendre et à penser que voilà, il y a de la neige, c'est simple, on va sur le terrain, on envoie quelques explosifs, on s'assure que ce soit parti, et puis c'est réglé. Sauf que forcément, c'est pas comme ça que ça se passe toujours. La neige est quelque chose qui est très variable et difficile aussi à appréhender. Et notamment, toutes ces dernières années, on a un souci sur nos domaines skiables. Ce sont ces phénomènes de plaques de reptation. Alors, ces plaques de reptation sont vraiment des plaques qui s'ouvrent petit à petit, dont le départ est clairement imprévisible. Je suis donc à ce poste depuis pas si longtemps que ça. J'ai vu ces plaques de reptation partir à toutes les heures. La nuit, le jour, le matin au réchauffement, le soir quand ça regèle. Donc c'est clairement, on ne peut pas prévoir les départs de ces plaques. C'est pas des
c'est pas des choses qui partent avec le minage, hein. Pareil, on a fait plein d'essais avec plusieurs charges synchronisées. Enfin, je pense que chaque station a essayé, mais n'a pas réussi. Donc, le minage ne fonctionne pas. Et même si ce n'est pas des gros volumes, des gros événements dont a parlé Philippe, c'est clairement suivant le profil de piste. Dont nous c'est notre cas. Nous avons notamment 2 pistes très fréquentées qui sont en goulet. Cette plaque-là peut clairement avoir un impact avec un groupe d'enfants qui stationne, qui attend le dernier et qui se voit recouvert par cette avalanche. C'est un vrai problème. Donc, voilà, pareil, hein, il y a des solutions qui se développent. On en voit là sur la photo en bas à gauche, hein, ça c'est pareil, hein, c'est des choses justement que des bureaux comme Engineering sont capables de dimensionner. Ce sont des rondins en bois que l'on vient ancrer l'été et qui créent une rugosité supplémentaire et qui permettent à ces plaques justement de ne pas s'écouler puisqu'elles trouvent des points d'appui. Clairement, nous l'avons fait sur Val d'Isère à un endroit et clairement, ça a prouvé son efficacité. Un peu plus original. On a essayé par 2 fois et on a réussi à déclencher ces plaques de reptation en les chargeant d'eau. On était sur des endroits, on voit la vidéo qui défile, sur des endroits où on était assez proche du réseau de canons à neige. Donc, on a tiré une centaine de mètres de tuyaux. On est venu se mettre au-dessus de la plaque et en gros, on a surchargé cette plaque pour que son poids propre vienne céder les appuis. Et c'est vrai que ça a fonctionné. Ça a fonctionné et là, on peut voir, on verra sur la vidéo, mais on a vraiment une piste en dessous qui est en goulet, une piste très fréquentée qui permet le retour. C'est le retour le plus facile sur Val d'Isère depuis Bellewaerde et donc depuis Tignes aussi. Et c'est vrai qu'on a parfois une plaque comme ça qui n'est pas si étendue que ça, mais qui nous empêche et qui nous force à fermer ou alors à prendre des risques, à ouvrir ces pistes. Donc, c'est vrai que c'est très problématique. Et bon, c'est une solution qu'on utilise très rarement, mais voilà, on peut le voir là, elle part d'un coup, elle cède d'un coup, et on voit qu'elle vient vraiment recouvrir cette piste dans ce goulet. Voilà, donc c'était un petit peu anecdotique, mais c'est intéressant. Voilà, après quelques chiffres, hein, voilà, il faut du monde, des pisteurs, des gens qui gèrent aussi le réseau neige. Il faut avoir le réseau neige qui ne soit pas très loin. Et pour info, ce jour-là, on avait arrosé durant 1 heure, 1 heure et quart pour en gros une centaine de mètres cubes. On a réitéré sur une autre piste, un autre endroit, avec aussi, on avait aussi réussi à déclencher ce jour-là. Voilà, c'était pour un peu se rendre compte que ce n'est pas toujours simple et qu'on essaie de trouver d'autres solutions. Là, vous avez des photos qui sont assez intéressantes quand même, parce qu'on se rend compte, donc on a parlé que pour protéger le village, là, vous voyez, c'est une tourne, donc qui vient dévier l'écoulement de l'avalanche et qui protège donc le village en dessous. Forcément, ces tournes, elles sont efficaces si elles sont vides, si elles sont curées, si elles gardent leur capacité de volume, leur volume. Et forcément, quand on a des grosses conditions, vous avez une première chute de neige, 2 premières chutes de neige, des écoulements qui viennent combler cette tourne. Et donc, pour garder leur efficacité, on a à les vider, à les curer, ce qui est possible, mais très compliqué pour plusieurs choses. Hein. On est forcément dans des pentes qui sont très marquées, avec des accès compliqués. Hein. C'est clairement ça sur une partie qui n'est pas le domaine skiable, hein, qui est vraiment chez nous le versant sud, qui n'est pas exploité. Donc là, pour votre information, cela nécessite quand même du monde à pied, puisqu'il faut que l'on monte. On a déjà créé des ancrages l'été dans la paroi. Il faut monter à pied en ski de randonnée un treuil qui nous permet, lui, de tirer le câble de la machine à treuil qui une fois accroché, peut travailler. Et tout ça, bien sûr, dans des pentes
dans des pentes où le risque existe toujours. Donc, il faut avoir ce créneau entre deux chutes de risque acceptable, on va dire, pour pouvoir aller curer ces tournes. Alors voilà, la petite vidéo qui tourne, c'était simplement pour vous montrer qu'une fois que le travail est terminé, la machine forcément doit se décrocher et la pente fait que la machine, quand elle redescend, c'est en luge, hein, vu la pente. Voilà. Sur ces photos-là, j'en ai un petit peu traité tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a aussi ces conditions particulières et c'est sur nos domaines nordiques qui s'étendent de plus en plus, qui sont du type route, avec un public différent, qui est plus vulnérable. Hein. C'est vrai qu'on se déplace moins vite à ski qu'à pied, avec des personnes qui sont moins mobiles, donc qui sont moins prêtes, moins équipées, qui ne s'attendent pas, hein, d'ailleurs à cela. Et aussi des pistes qui sont plus difficiles à fermer, à évacuer, parce que si on a un chemin piéton qui fait 2 km, voilà, il y a des personnes sur 2 km qui vont prendre du temps pour fermer. Donc, c'est vrai que cette gestion du domaine nordique est très particulier. Et en plus, là, on voit des événements notables, mais des fois, il suffit, encore une fois, hein, d'un talus qui parte sur une personne âgée qui est en train de marcher tranquillement sur son chemin piéton. Et on peut déjà là avoir un accident. Et ça, on ne l'appréhende pas toujours, mais c'est vrai que cette gestion du domaine nordique est pas simple et différent. Voilà. Quelques autres petits points que l'on ne parle pas. On a aussi plein d'endroits, des parkings ou des chemins d'accès à des chalets qui sont construits vraiment en pied de pente. On n'a pas besoin d'une grosse chute de neige, hein. On a simplement parfois besoin d'un coup de pluie qui vient alourdir le manteau neigeux et qui peut descendre et recouvrir une personne qui est en train de déneiger sa voiture ou d'accéder à son chalet. Donc ça, c'est toutes des choses que l'on a, nous, à gérer et à penser. Et clairement, là, ça rentre vraiment dans ce cadre de conditions qui sont pas des conditions extraordinaires, mais qui sont à gérer au jour le jour et qui sont très multiples. C'est pas voilà une zone sur laquelle on a un chef de secteur et 5-6 pisteurs qui sont là tous les jours. Non, c'est voilà, je vous dis le petit chemin d'accès au chalet X, le parking du chalet Y, et ça c'est voilà, des choses qui sont importantes et difficiles à gérer. Voilà, j'en ai parlé, là on revient, gestion des parkings, on pourrait aussi traiter la gestion de la fermeture des routes, hein. C'est vrai que, voilà, je reviens rapidement, mais quand on décide de fermer une route, c'est jamais simple. On a parfois sur certains hameaux, voilà, des restaurants. Moi, ça m'est arrivé d'avoir à fermer la route le soir du réveillon, alors qu'on a un restaurant étoilé dans ce village-là. Enfin voilà, c'est jamais simple. On a des hôtels, on a des gens qui ont voilà, des avions qui doivent retourner. Donc c'est vrai que cette gestion de la fermeture des routes est très compliquée au moment où on décide de fermer. Et après, quand le risque est plus là, le temps aussi de rouvrir, c'est assez simple. C'est jamais simple. Voilà. Cédric, je te propose, je vais peut-être reprendre la main vu le temps qui est déjà bien passé. Et à la limite, ces points-là, on les réabordera avec les questions. Ça marche. Donc, voilà, maintenant, on va revenir. On en a déjà un peu parlé sur le déclenchement préventif, comme Iris, qui a aussi quelques velléités de recherche et scientifique. L'idée, c'était de vous présenter ce qui a été fait avec ce que je disais en introduction, l'association des directeurs de services de piste, la DSP. L'idée, c'était de remettre un peu le nez dans l'efficacité et l'influence du déclenchement par explosif sur un manteau neigeux, pour voir si les pratiques étaient toujours raccord avec cette influence, on va dire, physique. Il y a plein de choses qui sont essayées dans le déclenchement préventif, mais la base reste quand même cette utilisation de l'explosif. Donc, autant essayer de rationaliser les choses, et notamment des questions qui se posaient de manière aussi très opérationnelle par certains
chefs de piste, notamment 2 questions qui avaient émergé sur l'intérêt, la nécessité d'avoir des charges de 1,9 kg par rapport à des charges de 1,4 kg. Par exemple, sur la vallée de Chamonix, certains domaines utilisent l'une, d'autres, ce qui posait des questions d'homogénéité. Et puis un jour, si on imagine un accident, comment justifier qu'on utilise des grosses ou des petites? Donc voilà, c'était une des premières questions. La deuxième, c'était aussi par rapport aux catex qui ont parfois des travées qui sont relativement élevées au-dessus des pentes. C'était de se dire à quelle distance il faut que je mette ma charge au-dessus du manteau neigeux pour qu'elle soit efficace, ou à contrario, est-ce que je peux multiplier ma quantité d'explosifs et simplifier mon protocole en ayant une charge qui survole la pente plus haut? Est-ce que ça a la même efficacité? Donc là, voilà, je vous ai mis quelques détails, mais je passe rapidement pour aller dans le vif du sujet. Donc le déclenchement préventif, c'est quelque chose qui est assez ancien, hein. Certains disent qu'Hannibal s'en serait servi. Clairement, en Italie, pendant la Première Guerre mondiale, c'était une arme comme une autre. Et puis les applications civiles datent plutôt de la fin des années 30 avec l'explosif, et dès les années 40 avec des canons militaires recyclés pour ça. C'est toujours le cas dans certains pays, hein, États-Unis, Russie notamment. Et la France, depuis les années 60, a développé un certain nombre de techniques, vérifiées, essayées. Donc, c'est tous les programmes d'INEige, dont vous avez ici différentes publications. Alors, c'était des choses assez qualitatives et assez technologiques. Donc, le développement du CATEX. Un peu plus tard, là, c'était dans les années 80, le déclenchement du GAZEX, de l'AVALEX ensuite, mais aussi des choses un peu plus originales comme les opérations Bang Avalanche, dont l'idée était de déclencher les avalanches par un bang, par le passage du mur du son d'un avion à réaction. Alors, c'est des opérations qui se faisaient dans le vallon du Lavet. On voit que l'époque a bien changé, puisqu'aujourd'hui, faire ça dans un vallon qui serait dans un parc national, je pense que ce serait un peu plus compliqué. Et puis, scientifiquement, la publication qui a marqué son temps et qui est toujours une référence, c'est celle qui est indiquée en bas, donc dans Sueli Goubler, sur le déclenchement préventif des avalanches par les explosifs. Or, l'explosion et le manteau neigeux, on cumule un certain nombre de paramètres qui sont relativement complexes. Si on veut faire des mesures, etc., ça demande des protocoles tout de suite compliqués. Donc, nous, on a déjà essayé de se focaliser sur l'explosion dans l'air, c'est-à-dire l'utilisation de l'explosif sous un catex. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est un câble transporteur d'explosifs. C'est une sorte de téléski qui va emmener la charge sans que les pisteurs aient besoin d'aller directement sur le terrain. Donc, cette charge explose dans l'air, génère une onde de choc qui vient impacter le manteau neigeux. Vous voyez le schéma à gauche, il y a en fait toute une panoplie d'ondes de choc qui se diffusent dans l'air, qui se transmettent, qui rebondissent, etc. Donc, l'idée, c'était déjà d'essayer de voir un peu clair. Et une onde de choc, c'est quoi? C'est le diagramme que vous avez en haut à droite, à savoir une montée en pression très très rapide, ensuite une décroissance un peu plus lente, voire une dépression qui suit tout ça. Donc, un protocole, là aussi, je ne rentre pas dans le détail. L'idée, c'était d'utiliser un CATEX sur la vallée de Chamonix, sur le site de la Flégère, et de tester différentes configurations de cartouches très classiques, Emulstar M40 et de CQBEX. Le CQBEX, c'est un mélange de 2 composants liquides qui devient explosif quand justement ils sont mélangés et qui reste explosif pendant 24-48 heures, tire à la mèche lente comme dans les dessins animés. Et puis l'intérêt, c'était aussi de voir des choses un peu originales sur la position de la charge. Donc la charge, ça ressemble à un gros saucisson, c'est la partie orange que vous voyez. Et normalement, on met le détonateur à une des extrémités de ce saucisson. Donc nous, on s'est amusé, entre guillemets, à soit pendre la charge verticalement dans l'air, soit la placer horizontalement, et ensuite à prendre des mesures à différentes distances, différentes hauteurs, en fonction de la masse, ce que vous voyez dans le tableau à gauche, où on a testé on a fait des explosions avec 1,4 kg d'explosifs jusqu'à 4,8 kg d'explosifs, voire même à peu près 13 kg, lors d'une dernière expérience un peu plus discrète, on va dire.
Donc, les mesures, capteurs de surpression aérienne dans différentes positions. C'est des opérations qui sont compliquées à monter puisque l'utilisation d'explosifs, ce qu'a dit Cédric, il y a des dépôts, il y a des procédures, il y a des PIDA. Quand on fait ça en été, on est hors PIDA, mais il faut quand même essayer de se remettre dans un cadre à peu près officiel. Ça fait du bruit, les gens se demandent ce qui se passe. Donc, il faut prévenir les mairies. Il faut bien sûr avoir tous les protocoles de sécurité avec les artificiers, etc. Et on est là sur des tirs qui sont un peu différents puisqu'il faut mettre en place des chaînes d'acquisition, donc lancer l'acquisition, avoir des opérateurs acquisition, des artificiers. Donc, c'est jamais simple et ça demande toujours beaucoup de bonne volonté. Mais on a fini par faire des choses quand même relativement intéressantes, qu'on a aussi vérifiées par rapport à la littérature pour se dire, voilà, on se lance un peu dans ce domaine-là, est-ce que ça tient la route, est-ce que ça correspond à ce qui a pu déjà exister? On voit qu'on est bien dans les mêmes faisceaux de résultats que des choses qui avaient été faites notamment en Suisse. Notre propre vérification de cohérence, c'était aussi important de se dire quand on fait une explosion avec un type de charge, si on refait la même explosion avec le même type de charge dans les mêmes conditions, est-ce qu'on trouve les mêmes résultats? Et c'est le diagramme que vous avez en haut à droite. On voit bien que les courbes sont bien superposées. On voit aussi qu'en fonction de la distance, on respecte bien les vitesses de déplacement de l'onde de choc à la vitesse du son dans l'air. Et puis, alors le CQBX, une petite particularité, c'est que là, comme c'est deux liquides qu'on mélange, la qualité du mélange dépend aussi de la capacité du mélangeur à mélanger de la même façon. C'est un mélangeur humain, donc on voit qu'on peut aussi avoir des petits écarts, mais qui s'expliquent assez aisément par les caractéristiques de cette charge. Alors, rapidement, je ne vais pas tout détailler, mais deux sujets qui nous ont intéressés et qui étaient liés aux questions initiales. C'est finalement l'influence de la masse, et on se rend compte que cette masse, elle n'est pas si influente que ça, au sens où une charge d'1,4 kg et une charge d'1,9 kg, en fait, l'explosion qui va nous intéresser, c'est celle qui est dans l'axe de la charge, dans l'axe du saucisson. Donc l'explosion se diffuse depuis le détonateur, consomme la matière explosible et puis grossit et se développe en parcourant ce saucisson. Et comme c'est des charges presque de même géométrie, au moins de même longueur, on se rend compte que dans l'axe de la charge, en fait, la valeur de l'explosion est quasiment identique et également identique à la surpression aérienne générée par le CQBX. Donc ça a rassuré ceux qui avaient posé cette question-là, de se dire dans plein de cas, on peut en fait se contenter de la charge d'1,4 kg, pardon. Le 1,9 kg n'amène pas un gain suffisamment substantiel. Et puis, il y a une pratique dans le service des pistes, c'est d'assembler des charges. Parce que forcément, quand on a envie de faire une explosion un peu plus grosse, on prend du scotch, on les met les unes avec les autres, les unes contre les autres, on met un détonateur sur une de ces charges et on fait notre explosion. Et ce qui est intéressant et ce qu'on a pu retrouver dans les mesures, c'est que quand on met deux charges, on obtient une courbe finalement avec deux pics successifs de surpression. L'explosion, en fait, n'est pas vraiment simultanée. Et donc, le gain de coupler des charges n'est pas linéaire. On va avoir une charge double, très bien, et pour autant, la surpression totale va être très loin du double. Et de la même façon, avec une charge triple, c'est la courbe, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais qui est au-dessus ici, où on voit effectivement un peu plus de surpression. Alors, il y a un effet, c'est que la surpression dure plus longtemps, mais par contre, on n'a pas un seul pic, comme on aurait pu l'espérer en couplant plusieurs charges. On obtient un petit peu cet effet, en fait, quand on mesure, quand on arrive à faire une charge plus longue. Alors ça, c'est hors de tous les manuels d'utilisation, hein, c'était vraiment expérimental, où on place deux charges l'une sur l'autre et on vient mesurer dans l'axe de cette double charge. Et là, effectivement, on voit que l'explosion s'est mieux développée et génère un pic de surpression plus important. Donc là, c'était pour ce qui concernait la masse. Pour la distance, mais c'est un peu pareil, on se rend compte qu'on a une décroissance très très rapide et que finalement, plutôt que de vouloir compenser cette perte de surpression avec la distance par une masse plus importante, il vaut mieux essayer de bien placer sa charge et d'avoir une charge bien placée, judicieusement situé par rapport au manteau neigeux. Par exemple, si vous êtes là encore sur un catex, dans certains cas, on pourrait se demander comment essayer de placer la charge vraiment presque à l'horizontale, voire de manière oblique, plutôt que simplement verticale, où parfois elle va un peu arroser les étoiles, notamment si le détonateur est placé en bas.
puisqu'en fait, on a une onde de choc, c'est la photo que vous avez en bas à droite, qui est loin d'être comme dans les dessins animés, et ça, c'est dû au conditionnement de la charge sous cette forme allongée. On a vraiment une explosion qui a un effet oblong, un peu comme ellipsoïdal, et donc ça, il faut l'avoir en tête quand le pisteur va essayer de placer sa charge. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, ce que disait Cédric, il fait froid, il y a du vent, il fait nuit. Mais au moins, c'est intéressant. C'était la vertu de ces campagnes expérimentales. C'était de remettre un peu les paramètres qui sont importants pour que les pisteurs, quand les conditions sont parfois plus faciles, essayent aussi de placer leur charge d'une meilleure façon. Alors, vous allez me dire, ça dans l'air, c'est bien, mais ça concerne surtout les opérations au CATEX. Qu'est-ce qu'il en est quand on fait justement du grenadage plus classique? Le pisteur prend sa charge, allume sa mèche lente, lance sa charge sur la neige. Bah, elle a tendance à tomber un peu comme elle a envie de tomber. Est-ce qu'on a ce qu'on imaginait un peu au départ, des tendances analogues? Bah, finalement, non, on a des tendances différentes. Alors, d'une part, il y a déjà un très fort amortissement et c'est illustré un petit peu par la photo que vous avez à droite. Vous voyez les deux cuvettes, ça c'est des tentatives d'explosion, et puis l'opérateur qui était là devait se dire ah non, mais cette pente elle doit partir, et puis finalement la troisième a trouvé le point de fragilité, ce qu'avait expliqué Johan Gaume à l'époque, qui a déclenché toute la plaque. Pour autant, les deux premières ont juste fait des cuvettes et malgré l'instabilité qui était à proximité, n'ont rien déclenché du tout. Donc les zones d'influence dans la neige avec cet amortissement sont très limitées, et donc ce qui vraiment rend important le placement de la charge. Donc là aussi, c'est peut-être pas très gros, mais c'est pas très important. Ce qui est plus intéressant, c'est les petits diagrammes qui sont là, où on a testé toutes sortes de configurations sur un manteau neigeux qui était plutôt un manteau neigeux de printemps. Donc la cartouche plantée verticalement, détonateur en haut, détonateur en bas, posé à plat, par deux l'une sur l'autre, etc. Et alors forcément, on retrouve des tendances qui intuitivement sont faciles à expliquer. Quand tout est symétrique, on se retrouve avec un cratère relativement circulaire. Quand on est dans des choses un peu plus dissymétriques, on retrouve cette forme de poire parce que le détonateur était de ce côté, l'explosion finalement se développe progressivement et agrandit le cratère au fur et à mesure qu'elle se développe, ou des choses là aussi ellipsoïdales, pardon, quand la forme initiale, quand le développement de l'explosion conduit à cette forme-là. Donc ça, c'est assez intuitif. Par contre, il y a des choses qui étaient beaucoup moins directes. Et le jour de ces expérimentations, on avait quelques chefs de piste de renom et on s'amusait un peu à faire des paris, de savoir si le cratère allait être plus grand, plus petit, plus profond, etc. Et finalement, il y a un élément qui avait été un peu négligé et qui paraît très important notamment pour les manteaux neigeux en neige de printemps assez lourde, c'est le confinement que va apporter le manteau neigeux, notamment autour du détonateur. Et on a des effets relativement plus importants. Bizarrement, si le détonateur est placé dans la neige, c'est les deux premières lignes, je vous donne quelques exemples. Dans l'air, quand on est dans cette position-là, détonateur en bas, l'explosion se développe vers le haut et pas du tout vers le manteau neigeux. Dans la neige, finalement, on s'est retrouvé avec un cratère beaucoup plus important une fois le détonateur placé dans la neige, puisque dès l'initiation de l'explosion, on a un confinement plus important, et donc cette explosion a envie de plus se développer si je fais très court. Donc c'est ce qui est indiqué à gauche. Pareil, faible influence de la masse, forte influence de la position du détonateur. Par contre, la neige uniformise un petit peu l'effet. On a une meilleure contribution de l'effet radial, alors que dans l'air, vraiment, l'explosion est très dirigée. Et donc, ce sur quoi il va falloir jouer, c'est la concurrence entre le développement de l'explosion directionnelle, comme on le voit dans l'air, et puis cette histoire de confinement apporté par la neige, et confinement qui peut être assez différent entre une neige très lourde de printemps et une neige beaucoup plus poudreuse, notamment une neige fraîche, où là, l'amortissement, a priori, est encore plus important. Et puis après, forcément, quand on utilise 13 kg d'explosifs, ça a plutôt tendance à très bien marcher dans tous les cas. Voilà, bibliographiquement, c'est des choses aussi qu'on retrouve pour ceux que ça intéresse. Je passe rapidement. Et comme on a déjà bien utilisé notre temps et qu'il est l'heure d'aller manger, j'en arrive à la conclusion. Donc, par rapport à cette gestion opérationnelle des avalanches, la situation est assez bien maîtrisée tant que les conditions sont classiques, on va dire. Elle reste maîtrisée, mais peut très largement se complexifier dès que
le cumul de neige, de vent et d'autres paramètres s'ajoutent. Donc, il faut vraiment des organisations en place qui soient entraînées, qui aient une connaissance de leur site, avec des moyens qui sont somme toute importants. C'est dans les coulisses des domaines skiables, pardon. Par contre, c'est une fonction très, très importante et c'est un service crucial pour que tout ça fonctionne bien et en sécurité. Et puis, pour les avalanches, on voit que par rapport aux exemples d'avalanches exceptionnelles qui sont souvent pris pour faire de la recherche ou pour donner des exemples, eh bien, là, on a une variété, une quantité de phénomènes et surtout, l'intérêt, c'est qu'on peut en observer beaucoup plus que des phénomènes exceptionnels que parfois on imagine, mais que personne n'a jamais vraiment. Alors, il y a des techniques, elles sont éprouvées. Il y en a d'autres, c'est un peu plus exploratoire. Donc, il y a sûrement encore des choses à chercher. Et puis, il y a tous ces sujets supplémentaires qu'on a listés et où on voit qu'effectivement, il peut y avoir des sujets pour la recherche, peut-être moins pas ambitieux, mais moins critiques que l'avalanche aérosol énorme. Et pour autant, c'est vraiment ces avalanches-là qui sont les plus fréquentes et qui finalement engagent le plus la sécurité de beaucoup plus de personnes. Voilà, désolé, on a un petit peu débordé, même beaucoup. Merci Philippe, Cédric, pour la présentation. On va rester encore ensemble un petit peu, le temps de prendre les questions. Donc, je commence directement par une première question très opérationnelle avec Monsieur Guerpion qui demande quelles sont les relations entre la STVI et le service des pistes. Cédric. On essaie qu'elles soient les meilleures. Puis peut-être rappeler aussi ce qu'est la STVI du coup. Alors, la STVI, c'est la Société des téléphériques de Val d'Isère. Donc, ça fait partie de la Compagnie des Alpes et c'est le délégataire de service public de l'exploitation des remontées mécaniques sur Val d'Isère. Donc, clairement, eux, sur Val d'Isère, chacun a son mode de fonctionnement, mais sur Val d'Isère, ils ont les remontées mécaniques, en gros, et la production de neige. Et nous, on a tout ce qui est secours, sécurité et damage. Voilà, donc forcément, on travaille main dans la main, puisque voilà, ils ouvrent les remontées qui permettent aux gens de descendre sur les pistes que l'on entretient et qu'on sécurise, et ils produisent la neige que nous on pousse avec les machines. Voilà, donc forcément on travaille ensemble, mais par contre avec des visions qui sont pas forcément toujours les mêmes, et puis un fonctionnement qui n'est pas le même, puisque nous on est une régie communale. D'accord. Merci. Ensuite, une question sur les avalanches de reptation. Est-ce qu'elles sont prises en compte dans la carte de danger ou donc voilà, uniquement basée sur cadastre d'événements, ou bien est-ce que c'est une approche modélisation cadastre? Et est-ce que, si oui, est-ce que vous avez inclus une augmentation de ces processus dans le futur? Alors, elles sont clairement, enfin, si c'est dans la CLPA, non, hein, parce que c'est pas forcément des couloirs, hein, c'est des pentes. C'est des pentes, elles sont plus ou moins grosses, parfois très, très limitées. Mais par contre, c'est clairement un caillou dans la chaussure, hein, comme je dis, parce que si elle est au-dessus d'une route ou d'une piste, voilà, qui est en vallon, elles peuvent vraiment nous embêter. Donc, je crois que chacun y réfléchit, trouve des solutions, adapte. On l'a vu, nous, ce système de rondins marche bien. Mais par contre, on ne peut pas équiper des pans entiers de montagne avec cela. Donc, il faut vraiment choisir les points qui sont les plus problématiques. Et après, sur le déclenchement, comme on l'a fait, c'est pareil, hein, c'est pas des choses qu'on va développer plus que ça, hein. Encore une fois, il faut quand même beaucoup de choses qui soient rassemblées pour pouvoir le faire. Et voilà, donc c'est pas des choses qu'on va développer. Par contre, il y a d'autres solutions, hein. On a parlé des rondins, mais il y a aussi des banquettes, hein, qui peuvent être faites avec des pelles mécaniques, des pelles araignées, encore une fois, pour augmenter la rugosité du sol. Okay. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, en tout cas, c'est pas une plaque de reptation. Il y a des pans comme ça où elles peuvent se développer de partout sur ces pans-là, hein, donc. Oui, merci. Maintenant, des questions sur les déclenchements des avalanches. Comment est-ce que vous vérifiez le succès des déclenchements d'avalanches quand il fait mauvais temps? Est-ce que vous avez des systèmes de détection, par exemple?
des radars? Non, on n'a pas. Il y a des systèmes qui existent sur des systèmes Gazex, par exemple, dans un couloir particulier où on a un capteur qui est capable de lire une hauteur de neige, voilà, qui aurait baissé subitement après le tir, ou alors un écoulement. C'est pas des choses dont on est équipé sur Val d'Isère, et ça peut en tout cas l'être que sur un couloir très très particulier. Donc ça, c'est une très bonne question. Quand on voit pas, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait eu un écoulement, hein. Il y a des zones, on peut le voir parce que derrière, on a des équipes qui évoluent et qui repassent et qui voient un dépôt, par exemple. Mais clairement, on est sur certaines zones et certains tirs, on n'est pas du tout sûr du résultat. D'accord. Et une question sur les déclenchements en France. Est-ce qu'ils se font maintenant tous à la mèche lente, ou bien est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui sont encore utilisés par les pisteurs? Peut-être Philippe. Ouais. Donc, tu réponds ou... Vas-y, je te laisse répondre. Donc en fait, effectivement, en carrière, il y a un autre système qui s'appelle le NONEL pour non électrique, qui avait été utilisé depuis plusieurs années sur les domaines skiables, qui a donné lieu, alors est-ce que c'est le système, est-ce que c'est la procédure, est-ce que c'est d'autres raisons? Toujours est-il qu'il y a eu plusieurs accidents, presque accidents, ou même quasi-accidents mortels, avec l'utilisation de ce NONEL. Donc il y a un moratoire depuis 2 ans maintenant, où en gros, il n'est plus utilisé sur les domaines skiables. L'essentiel se fait à la mèche lente, n'est plus vraiment, officiellement n'est plus utilisé, ou alors il faut vraiment un gestionnaire qui prenne sa responsabilité. Donc ce qui est utilisé, l'essentiel majoritairement, c'est la mèche lente, et certaines stations, assez peu, sont restées sur le déclenchement électrique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, et ça va être très, très évident à comprendre, la différence, c'est que la mèche lente, c'est comme dans les dessins animés, vous avez votre pain d'explosif, vous avez la mèche lente qui dépasse, vous allumez l'extrémité de la mèche, comme son nom l'indique, elle est lente. Suivant la longueur que vous avez mis, eh ben, elle va mettre 1 minute, 2 minutes, ou ce que vous voulez, pour se consumer, arriver au détonateur et déclencher l'explosion. Donc vous allumez, vous lancez votre charge et vous attendez ce qui se passe. Une des difficultés de cette technique, c'est qu'entre le moment où vous avez lancé votre charge et le moment où il y a l'explosion, il y a plusieurs dizaines de secondes. Et s'il se passe un événement à ce moment-là, vous ne pouvez plus vraiment agir. En théorie, encore un peu, mais voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. On ne peut plus agir. Officiellement, dans le manuel, on ne peut plus agir. Donc, si votre vigie découvre quelqu'un dans la pente, etc., c'est un problème. Le NONEL présentait cet intérêt, c'est qu'en fait, là, le processus est différent. Le NONEL, c'est une sorte de tube qui relie un initiateur que vous avez sur vous à la charge. Donc, vous lancez votre charge au préalable, vous la placez dans la pente, elle est suivie de son tube, là, qui c'est un peu comme une laisse de chien. Vous branchez votre tube à votre initiateur. Vous pouvez vérifier que les conditions sont bonnes, qu'il n'y a personne dans les parages, etc. Et vous actionnez votre initiateur et l'explosion est immédiate. On comprend bien la perturbation intellectuelle qu'il peut y avoir, notamment dans des domaines skiables où les gens utilisent les deux techniques. Il y en a une où il faut lancer et ensuite, une fois que la charge est loin, initier l'explosion. D'autres, vous lavez, vous allumez et vous avez le temps de la lancer. Donc c'est presque une sorte d'inverse ou de contraire, et donc il faut avoir les yeux bien en face des trous. Et bon, clairement, on peut imaginer qu'une partie des raisons de l'accident soit liée à ça. Donc pour l'instant, faute d'avoir trouvé des solutions de sécurité suffisantes, le NONEL est, on va dire, globalement utilisé. Et donc reste l'électrique qui s'en rapproche, mais avec des équipes qui ne font que de l'électrique, notamment à Serre-Chevalier, et puis cette mèche lente. Ok, merci. Et si, un petit point, la mèche lente reste obligatoire pour le grenadage à l'hélicoptère, puisqu'on imagine assez mal d'avoir un tube entre l'hélicoptère et la charge qu'on a déjà lancée dans la pente. Ok.
J'ai pas d'autres questions pour l'instant, en tout cas. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez ensuite recontacter peut-être Cédric et Philippe sur des points particuliers, à me contacter, je ferai le lien. Merci, en tout cas, Cédric et Philippe, pour votre intervention. J'ai noté Avec qu'il y avait plaisir. encore pas mal de Ouais. sujets en suspens, du coup, quand même, sur lesquels la recherche pourrait se pencher pour améliorer la gestion justement opérationnelle des avalanches, avec notamment les plaques de reptation, le déclenchement préventif. Euh, Oui. voilà, donc très Arrivé. intéressant. Il y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci. Alors, pour ceux qui sont encore en ligne, donc vous pouvez noter les prochaines dates de webinaires ou de prochains rendez-vous, on va dire, autour des risques naturels. Donc, le 30 juin, un webinaire e-risque sur les méthodes numériques avancées appliquées aux risques naturels. Le 8 juillet, j'ai oublié, donc une journée organisée par le Parn et Géobrug autour des évolutions dans la gestion des risques naturels. Et le 13 septembre, donc un webinaire Indura sur les solutions innovantes pour la prévention des inondations en ville. Voilà, donc vous retrouverez tous les liens sur nos communications Indura et risque. Merci à tous. Très bon après-midi. Merci, bonne journée. Au revoir, merci. Bonne journée. C'est tout. C'est tout bon. Au revoir.